l'aspect bilan carbone, qui aujourd'hui est extrêmement important, puisque toutes les entreprises font des efforts pour baisser leur consommation, leur production de carbone, n'est pas du tout pris en compte dans les produits bio. On peut très bien transporter des produits bio par avion, on peut très bien avoir des serres chauffées, donc ce sont des catastrophes écologiques. Définir le bio, c'est une notion extrêmement compliquée parce que je me suis rendu compte que chacun d'entre nous avait sa définition du bio. Donc, pour certains, c'est des produits naturels, pour d'autres, c'est des produits sans pesticides simplement, pour d'autres, c'est des produits entre guillemets à l'ancienne. Mais en fait, rien de tout ça. Quand on regarde, quand on lit réellement le cahier des charges du bio, donc moi j'ai lu le règlement européen complet de 2018 et qui s'applique à partir du 1er janvier 2021, on vous dit un produit bio est un produit qui répond à la présente norme. Donc, en fait, il n'existe pas de définition claire, nette et précise de ce qu'est un produit bio. Un produit bio doit répondre à la norme officielle de la communauté européenne pour avoir le marquage officiel européen, donc l'Eurofeuille, ou en France, le logo AB. Alors, la question, c'est comment sont faites ces normes? Ces normes, en fait, elles sont faites, c'est un arbitrage entre différentes demandes de différents États et de différents groupes de pression, à la fois des producteurs, à la fois des industriels, à la fois des consommateurs. Et on arrive à faire une règle qui exclut certaines pratiques, comme par exemple les OGM ou les rayonnements ionisants du bio, sans pour autant avoir un fondement ou idéologique ou technique précis. Par exemple, on va donc, je vous dis, interdire les OGM parce qu'on considère que ce n'est pas naturel, puisqu'on fait référence beaucoup au naturel dans la norme, mais on ne prend pas la peine de définir ce qui est naturel. Et à contrario, on a beaucoup de produits non naturels, comme des produits chimiques, qui sont malgré tout autorisés. Comme par exemple les produits de traitement, vous avez le fameux cuivre, le sulfate de cuivre qui est autorisé, bien que ce ne soit pas naturel. Vous avez tout ce qui est le travail mécanique, les engins à moteur, à diesel, etc., qui sont autorisés, le transport par avion, enfin bref. Donc, pour faire simple, il n'existe pas de définition du bio. C'est simplement la référence à un cahier des charges discuté, négocié, et qui est en constante évolution. Parce que là, la norme vient de changer en 2021, et il est certain que cette norme changera encore dans quelques années. Aujourd'hui, la définition du bio est réellement un enjeu. C'est-à-dire c'est un enjeu pour l'industrie et ceux qui la soutiennent, c'est-à-dire l'Europe. L'Europe, en fait, a une vision très mercantile des choses, très libre-échangiste. C'est-à-dire que l'Europe considère que le bonheur des peuples et des individus, c'est dans l'accumulation de biens matériels. Donc, l'idéologie européenne, c'est de tout faire pour que le marché grossisse, que les prix baissent et que les consommateurs aient accès à de plus en plus de produits. Donc, de plus en plus de produits bio, en l'occurrence. Donc, ils auront tendance à avoir un cahier des charges plutôt souple, on va dire. Moi, j'irais jusqu'à dire laxiste, mais disons souple. A contrario, les promoteurs d'un bio de qualité, donc tout ce qui est association et certaines entreprises militantes, vont avoir à considérer le cahier des charges du bio officiel comme trop minimum et développer leurs propres labels privés qui sont beaucoup plus exigeants. Et le souci, c'est que ces labels vont un peu dans toutes les directions en fonction de la sensibilité des différents acteurs. Dans certains labels privés, donc vous avez par exemple Déméter, Biocohérence, BioSuisse, enfin, ou Nature et Progrès, vous en avez une trentaine. Ils vont tous à peu près dans le même sens, c'est-à-dire un meilleur respect de l'environnement, de la santé des consommateurs, mais vous avez des différences. Donc, c'est vrai que pour le consommateur, ce serait bien d'harmoniser tous ces cahiers des charges, mais ça voudrait dire avoir une définition commune du bio, ce qui est très difficile. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est vraiment vous avez pour le moins un bio à deux vitesses, ou ce que je dirais une fracture du bio, entre un bio minimum qui répond juste au cahier des charges européen, donc avec l'étiquette AB ou Eurofeuille, et un cahier des charges plus exigeant, un cahier des charges pour un bio plus, on va dire, ou pour un bio cohérent, avec des labels privés, ce que je viens de citer. Il faut bien comprendre qu'au niveau du cahier des charges européen, vous avez de grosses incohérences parce qu'en fait, il est difficile d'harmoniser un règlement à 27 ou 28 pays membres. Donc, on sait très bien que les règlements bio sont des compromis. Et d'ailleurs, le ministre français de l'Agriculture a reconnu que le dernier règlement bio avait été négocié pendant 4 ans. Et on ne parle pas de faire un règlement à partir de rien, mais juste de mettre à jour le précédent règlement. Donc, 4 ans de négociation pour aboutir à un compromis avec des exceptions. Par exemple, il a été défini que les produits végétaux devaient conserver un lien à la terre, et donc ils ont interdit la production hydroponique ou en bac.
Par contre, il y a des dérogations qui existent pour les pays du Nord, puisque les conditions climatiques ne sont pas favorables en ce qui les concerne. Donc, on s'aperçoit très bien que ce cahier des charges est réellement là pour faciliter le commerce. Pareil, dans le cahier des charges du bio, vous pouvez très bien, c'est autorisé d'utiliser des serres chauffées. Donc, l'aspect bilan carbone, qui aujourd'hui est extrêmement important, puisque toutes les entreprises font des efforts pour baisser leur consommation, leur production de carbone, n'est pas du tout pris en compte dans les produits bio. On peut très bien transporter des produits bio par avion, on peut très bien avoir des serres chauffées, donc ce sont des catastrophes écologiques. On peut très bien aussi pomper dans les nappes phréatiques. Donc, l'aspect environnement est très peu pris en compte. Et l'aspect sociétal ou éthique n'est pas du tout pris en compte. C'est-à-dire qu'on ne limite pas la durée du travail, on n'impose pas des conditions particulières de travail pour les employés. Et tout ça simplement parce qu'en Europe, les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce que doit être un salaire minimum, sur l'âge de départ à la retraite, ne serait-ce que sur les taux d'imposition. Donc, le souci, c'est qu'effectivement, l'Europe, en réalité, n'existe pas vraiment et les insuffisances au niveau des normes en sont une illustration. Écoutez, il est clair que les cahiers des charges européens favorisent l'agriculture industrielle, y compris dans le bio, puisque, d'une part, les aides de la politique agricole commune, les aides de la PAC, sont en fonction de la surface. Donc, plus vous êtes une grosse exploitation, plus vous avez de subventions européennes. Donc, ça favorise les grosses structures par définition. Ensuite, au niveau du bio, il n'y a rien n'interdit, rien ne limite la surface des exploitations, alors qu'on sait très bien que des petites exploitations sont en général mieux gérées, emploient plus de personnes, ont des parcelles plus diversifiées, des cultures plus diversifiées, des espèces animales et végétales avec plus de biodiversité. Donc, une démarche logique serait de limiter la taille des exploitations, d'éviter que ne se mettent en place des fermes géantes de monoculture en bio, ce qui aujourd'hui n'est pas interdit. Donc, effectivement, les cahiers des charges aujourd'hui favorisent l'agriculture industrielle et intensive, y compris dans le bio. Alors, si on doit parler des contrôles au niveau du bio, ce qu'on peut dire, c'est que les obligations sont extrêmement légères aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez à peu près un contrôle par an, qui ne sont pas des contrôles inopinés, puisque les opérateurs sont prévenus 15 jours avant que l'organisme certificateur du type EcoCert, Bureau Veritas et autres va venir vérifier la conformité par rapport aux spécifications du bio. Donc, une fois par an, c'est peu, extrêmement peu. Et le nouveau règlement, donc, qui a été mis en application à partir de cette année, prévoit un allègement des contrôles avec un contrôle une fois tous les 2 ans, après plusieurs contrôles successifs positifs. D'une part, c'est trop peu pour réellement contrôler et donner confiance à les consommateurs. Ensuite, c'est dommage, puisque les contrôles sont aussi l'occasion d'avoir une discussion entre les organismes certificateurs et les opérateurs. C'est-à-dire que vous avez un échange d'expérience, une mise à jour au niveau des normes qui se fait, et ça, c'est perdu. Donc, aujourd'hui, pour faciliter le marché, pour baisser les coûts, on limite les contraintes. Alors qu'en fait, en mon sens, ce qu'il faudrait faire, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire avoir des contrôles qui ne soient que inopinés, de manière à ce que la peur des gendarmes soit constante, puisque moi, j'ai constaté au niveau de mon enquête qu'il y avait énormément de fraudes dans le bio, il y a énormément de fraudes qui ne sont jamais détectées. Énormément, ça veut dire quoi à peu près? C'est très difficile, puisque justement, par définition, les fraudes ne sont la plupart du temps pas détectées. Mais moi, dans certains cas précis, par exemple, il y avait eu un contrôle qui avait été fait par l'UFC sur des sirops d'agave bio, et sur 11 sirops d'agave testés, ils se sont rendus compte que 9 étaient fraudés. Donc, vous aviez sur les sirops d'agave bio, vous aviez 80% de fraude. Moi, j'ai trouvé une étude de l'université allemande de Kessel sur les isotopes de l'azote pour vérifier si un engrais de synthèse était utilisé ou pas. Et ils se sont rendus compte que sur 80% des produits chinois testés, 80% étaient fraudés, n'étaient pas bio, alors qu'en fait, ils avaient le certificat bio. Donc, vous voyez que quand on applique des méthodes modernes d'analyse et qu'on réellement on cherche, on trouve des pourcentages de fraude extrêmement élevés. Par contre, détecter une fraude avec l'utilisation d'un engrais de synthèse, ce qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre, ne se fait pas avec les analyses de synthèse, de routine. Pardon. Donc, vous avez aujourd'hui énormément de fraudes, la quasi-totalité des fraudes sur l'utilisation d'engrais de synthèse qui passent inaperçues. Donc, dire vous avez 10, 15, 20% de produits fraudés, c'est extrêmement difficile. Ça peut être, à mon sens, c'est dans ces eaux-là, mais c'est extrêmement difficile de savoir. Et ensuite, vous avez aussi des grosses différences suivant les produits. Là, on parlait de 80% sur les sirops d'agave bio.
il est probable que sur certains produits, on est proche de 0%, et sur des produits, oui, ça évolue entre 0 et 80% suivant les produits. Donc, difficile de faire une moyenne. L'étude de l'université de Cassel dont je viens de parler indique que l'utilisation d'engrais de synthèse, donc interdits en bio en Chine, est une pratique courante, est une pratique commune. Donc, ça veut dire que d'après eux, c'est quasiment une généralité. Et pourquoi les Chinois font ça? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a aujourd'hui très peu de méthodes, quasiment pas de méthodes d'analyse qui permettent de l'identifier. Il y a à peu près 12% des produits bio importés qui sont d'origine Chine. Donc, la Chine est le principal exportateur en Europe des produits bio. Donc, vous allez trouver des produits chinois bio dans le miel, par exemple, dans les produits d'alimentation pour animaux, dans le concentré de tomate, dans le sarrasin. Moi, j'ai vu, par exemple, de la farine de sarrasin bio, entre guillemets, bio de Chine. Donc, oui, vous avez une multitude de produits, de tout type de produits qui peuvent venir de Chine. Oui. Et pour autant, au niveau du consommateur, ce n'est pas forcément indiqué sur l'étiquette, l'origine du produit, surtout quand c'est des produits transformés et des produits industriels. Ouais, c'est ce que j'allais souligner justement. On voit souvent UE ou non UE, mais non UE, c'est un peu flou. flou. On ne vous mettrait rien que vous auriez la même information. Indiquer produit UE, non UE, c'est d'une stupidité sans nom, puisque de toute façon, ça revient à ne vous donner aucune information. C'est vrai que manger bio n'est pas forcément un gage de qualité absolue, mais en ce qui me concerne, je consomme quasiment 100% bio. Je prends tous les produits que je peux trouver en bio, et pas uniquement l'alimentaire d'ailleurs. J'essaie aussi d'acheter des vêtements certifiés bio. Pour mes filles, je leur achète des cosmétiques bio, donc des détergents bio. Enfin, j'essaie d'être vraiment bio dans tous les produits que je peux trouver, tous les produits du quotidien. Ceci dit, j'essaie d'être plus vigilant que ça. J'essaie d'avoir d'autres principes, de réduire ma consommation, de faire attention, de ne pas acheter inutilement. Et au niveau des labels, je ne me satisfais pas des labels officiels minimum. Donc, les labels AB et Eurofeuille, pour moi, c'est le niveau minimum, c'est le niveau 0 du bio. Donc, j'ai tendance à privilégier d'autres labels, comme les labels Biocohérence ou Déméter quand je les trouve, ou alors d'acheter chez des distributeurs comme Biocop, par exemple, où je sais que leur cahier des charges est supérieur au cahier des charges européen. Donc oui, les labels privés sont de toute façon quasiment toujours d'un niveau au-dessus des labels européens. C'est compliqué parce que vous en avez beaucoup et ils sont tous différents. Donc, lequel est le meilleur qu'un autre, ça dépend des critères qui sont importants pour vous. Mais de toute façon, quand vous avez un label autre, il vaut mieux le privilégier. Parce que de toute façon, vous aurez le marquage AB ou Eurofeuille. Pour les produits bio, c'est le minimum. Vous l'aurez de toute façon. Alors, quand on parle de qualité, il faut vraiment s'entendre sur ce qu'on veut entendre. Parce que quand on est un industriel, quand on parle de qualité, on parle de respect au cahier des charges. Donc, ça dépend du cahier des charges que vous avez, vous voyez. D'où la définition du bio. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui va fabriquer un soda, pour lui, si son soda il est très sucré avec du bon goût et si le client l'apprécie, pour lui, c'est un produit de qualité. Si on parle de produits, on va dire sains, globalement. Sains pour l'environnement et sains pour l'organisme. Donc, les produits bio, c'est vrai, c'est évident que ces produits, c'est beaucoup plus difficile de les produire pour un industriel parce que il a des soucis de quantité et il a des soucis de prix. Trouver des produits de qualité à des prix abordables et en quantité suffisante, c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, vous trouvez des quantités impressionnantes de soja, de colza, de farine, etc. en conventionnel. C'est le gros du marché. Donc, pour vous approvisionner dans ces produits-là et fabriquer avec ces produits-là, c'est extrêmement simple. Par contre, quand vous commencez à faire du bio et quand vous voulez avoir des recettes équilibrées, parce que faire du bio sans retravailler les recettes, baisser le taux de sucre, le taux de sel, etc., et revenir vers des produits moins ultra transformés, ça demande des processus plus compliqués, réduire les additifs, puisqu'on n'a pas parlé, mais dans le bio, vous n'avez qu'une cinquantaine d'additifs autorisés contre plus de 300 dans le conventionnel. Le fait d'avoir moins d'additifs, ça complique le travail de l'industriel. Donc, pour l'industriel, faire du bio et faire de la qualité, c'est plus compliqué et c'est plus cher. Ceci dit, ce n'est pas impossible, puisqu'on a vu, par exemple, avec les charcuteries, qu'on pouvait très bien se passer de nitrate et de nitrite. Puisque aujourd'hui, c'est très documenté, c'est prouvé, les nitrates et nitrites sont cancérigènes. Donc, on peut y arriver si on le veut. Encore faut-il que l'industriel ait la volonté
et aussi que le consommateur ou que les consommateurs, la majorité des consommateurs, soient d'accord pour payer le juste prix pour une alimentation de qualité. Moi, je suis encore plus positif que ça, c'est-à-dire que je me rends compte que le mouvement il est lancé et que les consommateurs veulent de plus en plus de produits de qualité. Là, j'ai vu qu'il y avait une pétition tout récemment contre l'interdiction des nitrates et des nitrites dans les charcuteries. Une pétition qui avait été lancée par Foodwatch, Yuka et la Ligue contre le cancer. Vous aviez le lobby des charcutiers qui avait envoyé un courrier d'avocat à Yuka en leur demandant de retirer leur pétition. Donc, il y avait une réaction de l'industrie. Et finalement, non, vous avez des députés un peu courageux qui ont quand même soumis l'amendement. Donc, il y a quand même dans la société un mouvement de fond vers des produits plus simples, plus éthiques, plus écologiques. Donc, la tendance est lancée et les industriels résistent parce que leur intérêt à court terme, c'est de résister, c'est d'essayer de mettre des bâtons dans les roues à ce mouvement. Mais de toute façon, il est lancé et c'est inéluctable. On parle de mouvement de fond, on parle de désir des consommateurs, mais il est aussi important de dire aux consommateurs, à vos abonnés, que rien ne se fait de positif sans une pression populaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les consommateurs se prennent en main et militent, ou du moins soutiennent certaines associations pour que du positif en sorte. Moi, je milite avec Foodwatch pour que l'alimentation soit meilleure. Je milite avec Anticor pour lutter contre la corruption, qui est un vrai fléau en France. Donc, il faut réellement s'engager pour que nos politiques, finalement, fassent changer les choses, puisqu'on s'aperçoit que s'il n'y a pas de pression populaire, il n'y a pas d'amélioration. Écoutez, non. Après, moi, ce que je dis, c'est que voilà, même si tout n'est pas parfait dans le bio, il faut consommer bio.